Bonjour, nous allons aborder ici le cours d'air comprimé numéro 6, qui va partir en fait du même schéma qu'on a déjà vu ici, pour traiter de la question du choix d'un schéma à cet endroit-là. Vous voyez? Donc dans ce système-là, on a en fait un peu supposé qu'on avait choisi des sécheurs intégrés. Des sécheurs intégrés, ça peut être aussi des sécheurs dédiés. Alors, ce système-là présente un intérêt. Vous voyez, vous êtes certain du débit maximum qui traverse le sécheur. Donc quand c'est dimensionné correctement, il y a des chances de dire, on peut dire voilà, si le sécheur ne fonctionne pas bien, c'est pas parce qu'on lui a balancé trop d'air. Vous voyez, c'est pas parce qu'on lui fait traiter trop d'air. Donc c'est un élément qui peut paraître intéressant pour un plan au niveau du concept, pour le concepteur. Hein, c'est très modulaire. C'est très modulaire. Le deuxième point, c'est que dans le cas des sécheurs intégrés notamment, on a un sécheur qui arrive à l'intérieur du bloc du casing, je sais pas comment on appelle ça, de l'enveloppe du compresseur, dans l'enveloppe insonorisante du compresseur. Le truc est une sorte de parallépipède fermé. Il y a un Fenwick qui vous le dépose à l'endroit qu'il faut. On n'a plus qu'à le raccorder électriquement et sur le plan pneumatique et peut-être au niveau des condensats. Et ça réduit beaucoup le travail d'installation. Alors ce système-là présente quand même peut-être un défaut. On va discuter d'abord sur ce schéma. Supposez que sur mon schéma, j'ai pas de chance, mon premier compresseur soit hors service. Supposez que je sois un gars très malchanceux, ou que j'ai fait une mauvaise maintenance, ou des mauvaises manœuvres, je peux imaginer que mon sécheur frigorifique, numéro 2, soit en panne aussi. Vous voyez? Et là, je constate que je suis un peu embêté, parce que je n'ai plus qu'un seul compresseur capable de me donner de l'air. Vous voyez? Donc on comprend, rien qu'en regardant ce schéma, donc si, comme j'avais envisagé, on avait besoin d'avoir le compresseur de base plus un appoint, vous voyez, et quelquefois ce cours qui démarre brièvement, vous comprenez qu'ici, je vais avoir des chutes de pression. Vous voyez? Donc le système en question devra être complété éventuellement par un quatrième module, vous voyez, qu'on pourrait dessiner en pointillé à côté, que d'ailleurs le fabricant de compresseurs à sécheur intégré a très envie de vous vendre, ça c'est évident. Alors, quand on voit ça, on peut être amené à préférer le schéma que je dirais, ça c'est un schéma de compressoriste, vous voyez, on pourrait préférer le schéma du fabricant de sécheur, un métier différent. Et donc, nous allons aborder le cours AC6, proprement dit, air comprimé 6, schéma et mesure. Hein, c'est la partie schéma et mesure de notre analyse. Nous allons l'aborder en supposant que vous avez fait un choix un peu différent pour la construction, la conception de votre centrale. Vous avez 3 compresseurs à vis lubrifié. Ils sont ce qu'ils sont, vous voyez, ils peuvent être différents. Là, pour l'instant, on n'a pas trop apporté de réflexion sur la partie dimensionnement. La partie dimensionnement, c'est un cours à part, c'est le cours conception, vous voyez. On est quand même dans une partie commune hein, qui concerne plutôt l'exploitant. Donc l'exploitant assure d'abord la conduite de l'installation. Donc vous voyez qu'un compresseur un peu plus gros que l'autre, ça c'est une autre affaire. Mais le concepteur dans cette usine-là a choisi de faire refouler les compresseurs dans un collecteur d'air humide commun. À la sortie de ce collecteur, il a choisi d'installer des sécheurs qu'il avait sous la main. Donc là aussi, on peut imaginer que les sécheurs soient des sécheurs assez différents, vous voyez, des gros sécheurs, des petits sécheurs, vous voyez. On comprend tout de suite que ça peut poser quelques problèmes, mais ça peut aussi présenter des avantages. Et c'est ce qu'on va discuter pour montrer que le choix d'un schéma, donc ici à la sortie, ben, vous avez 3 sorties d'air sec. Hein, on pourrait imaginer qu'il y a un collecteur ici
commun qui serait un collecteur d'air sec. C'est ce qu'on fera en général dans un cas comme ça, vous voyez. N'importe qui ferait ça, hein, donc on ne fait pas une hypothèse très limitative. Et de là, on va traverser un réseau de distribution inconnu. On va traverser des comptages, peut-être. Peut-être avez-vous un plan de comptage de l'air comprimé. Et on va aller vers 3 usages de l'air comprimé particuliers qu'on a choisi au début. Le filtre à manche, hein, nos filtres à manche, nos vérins, et la régulation. Tout ce qui est air instrument, vanne de régulation. Et à ce stade-là, on va se poser encore une fois la question de l'énergie. C'est notre premier critère, la dépense en énergie. Du problème des chutes de pression, la stabilité de pression, et de la stabilité de la qualité, et notamment du séchage. Hein, puisque dans ce cours un peu introductif, on n'a pas trop encore précisé les besoins éventuels en déshuilage ou en filtration, voilà, en filtration fine. Voilà donc la situation. Et ici, on a 3 sécheurs frigorifiques qui sont peut-être de tailles différentes. Et on comprend tout de suite que si par exemple ici vous avez un gros sécheur et là un petit sécheur, la perte de pression inhérente à tout séchage fait que la répartition, vous voyez, comment va se répartir l'air. Il y a une partie d'air qui va venir comme ça, une autre qui va venir ici, une autre qui va passer là, vous voyez. Il est possible que le sécheur du milieu prenne tout parce qu'il est plus grand, vous voyez. Et peut-être ce sécheur va fournir de l'air un peu bien moins séché parce qu'il prendrait trop d'air. En tout cas, c'est ce qu'on redoute. Alors bien sûr, il y a une solution, c'est de prendre des sécheurs identiques. Alors nous avons vu le cas de sécheurs par adsorption qui avaient exactement le même débit nominal, le même fabricant, hein, la même marque, la même dénomination. C'était des sécheurs, je sais pas, 1730, et ben c'était des 1730. Ces sécheurs par adsorption, c'était des adsorptions, avaient des gueules tout à fait différentes. Il y en avait un qui avait des bouteilles assez hautes, vous voyez, c'est 2 réservoirs en parallèle, hein, un sécheur par adsorption, et l'autre des réservoirs beaucoup plus bas et beaucoup plus trapus. En fait, il y avait dans la gamme de ce fabricant, il y avait eu une évolution, et le même type de sécheur sur le plan nominal se traduisait, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils avaient récupéré des réservoirs provenant d'une autre commande qu'il fallait qu'ils utilisent. Je ne sais pas pourquoi, mon client avait 2 sécheurs qui avaient le même type et qui avaient des allures tout à fait différentes. Dans ce cas-là, on peut s'interroger sur les pertes de pression, est-ce qu'elles vont être les mêmes ou pas. Et de toute manière, vous avez sur ces sécheurs, en entrée et en sortie, vous avez des filtres qui se colmatent, des filtres qui servent à protéger le sécheur et puis éventuellement à récupérer l'eau au cas où le sécheur frigorifique, son purgeur, serait bouché. Voilà, ce qui est un défaut fréquent. Donc, à première vue, un ingénieur va préférer l'autre schéma, vous voyez. Toutefois, les fabricants de sécheurs préfèrent pour ce genre de situation, et ils ont quelques arguments, vous voyez. L'argument qu'ils donnent principalement, c'est de dire, voilà, le séchage et le traitement de l'air, c'est un métier à part. On ne peut pas le confier au compressoriste. Le compressoriste, qui ne fabrique pas forcément les compresseurs lui-même, les sécheurs lui-même, va souvent négliger cette étape. Et c'est la vérité, hein. On a moins de motivation, surtout si une grande partie du matériel est revendu, mais pas fabriqué par le fabricant du compresseur. D'autre part, on doit quand même marquer un bon argument, c'est que si vous avez ce compresseur qui est en panne et ce sécheur qui est en panne, eh ben, si les 2 autres sont suffisants, vous voyez, vous pouvez par un jeu de vannes ici, isoler le compresseur défaillant, vous le dites, toi tu n'es plus là, vous le fermez, vous isolez en fermant les 2 vannes en amont et en aval le sécheur qui est défaillant, et les 2 compresseurs restent associés à 2 sécheurs, ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu, vous voyez, mais
avec un peu de chance, ça va marcher quand même, vous voyez. Donc il y a plus de souplesse et on a moins besoin de rajouter un quatrième compresseur ou un quatrième sécheur ou un quatrième compresseur à sécheur intégré. Alors quand on voit ce type de schéma, on se dit, sur le plan énergétique, est-ce que ça change grand-chose? Alors, à mon avis, non. Mais on peut dire une chose, c'est que par temps froid, il y a moins besoin de sécher l'air, et on peut dans ce cas-là arrêter un des sécheurs, vous voyez, si les pertes de pression ne sont pas trop excessives. Alors que dans le schéma précédent, les sécheurs fonctionnent et ils sont là pour fonctionner puisqu'ils sont dédiés chacun à un compresseur ou intégrés dans le compresseur. On ne peut pas arrêter le sécheur, vous voyez, sinon on a un mélange d'air séché et d'air non séché, ce qui est préjudiciable en général. Donc ici, sur le plan énergétique, je dirais que ce schéma est un peu meilleur, mais ça peut se discuter. Au niveau de la pression, très franchement, je n'arrive pas à avoir de différence majeure. Hein. Au niveau de la qualité, je dirais qu'avec un parc de 3 compresseurs et de 3 sécheurs, qui pourraient être tous identiques hein, au niveau des débits, 3 compresseurs identiques et 3 sécheurs adaptés aux compresseurs, au niveau de la qualité, moi je pense qu'on a une meilleure disponibilité de la qualité. Voilà, cette qualité sera réalisée avec une plus forte probabilité du fait qu'on peut avoir ces 2 compresseurs et ces 2 sécheurs en service simultané en coupant les 2 qui sont hors service. Voilà. Alors ce type d'analyse gagne à être fait par des gens qui ne sont pas vendeurs ni de sécheurs ni de compresseurs. Et je dirais principalement, c'est vous qui êtes amené à le faire. Vous voyez, l'utilisateur de l'installation d'air comprimé, ou sont les gens qui lui font son ingénierie. Voilà, dans tous les cas, le séchage frigorifique restera insuffisant si vous avez des parties extérieures dans une zone qui peut geler, ou si vous avez des vérins ou d'autres moteurs pneumatiques qui récupèrent du travail, transforment l'énergie potentielle de l'air comprimé en travail pour pousser une charge, par exemple, ou faire fonctionner un axe, faire tourner un axe. Dans ce cas-là, l'échappement de l'air comprimé est beaucoup plus froid. Vous voyez, la détente avec fourniture de travail, on reviendra sur ces aspects un peu théoriques, mais refroidit de plusieurs dizaines de degrés la température du mélange d'air et d'eau, d'air comprimé et de vapeur d'eau. Et donc peut occasionner un bouchon de glace à l'échappement. On a toujours un risque d'avoir un bouchon de glace ici. Dans ce cas-là, ça se traduit quand même mieux ici. Vous voyez, l'air s'il y a un bouchon de glace à un endroit, l'air va avoir tendance à passer dans le sécheur d'à côté, et vous n'avez pas perdu complètement votre compresseur, il reste utilisable, même avec une perte de pression un peu plus forte. Vous voyez. À certains égards, pour la pression, c'est mieux, à mon avis. Pour la fiabilité de la pression et la fiabilité de la qualité, c'est plutôt mieux. Voilà ce qu'on peut dire sur ce schéma. On pourrait mesurer là aussi la température de rosée. On pourrait la mesurer sur chaque sécheur ou sur le global. Et à l'arrivée, sachant que bien évidemment, la température de rosée peut être différente si de l'eau s'est accumulée dans le réseau. Voilà. Nous allons continuer en envisageant maintenant un séchage par adsorption plus poussé que le séchage frigorifique. Je vous remercie pour votre attention.